est de retour. On va continuer de parler de la Centrafrique. Nous accueillons sur le plateau le pasteur Edo comme président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à Credo et bonsoir à mon collègue de tous les jours. Adam, vous aviez la parole sur l'opération DDR. Oui, tout à fait. Je disais que cette opération et la manière dont elle est mise en œuvre, ou du moins la pression qui est mise sur les groupes au niveau de cette opération-là, souvent, n'est pas la meilleure option, à mon avis. Parce que de l'autre côté, comme je le disais en faisant un parallèle entre ce qui s'est passé, qu'on prenne, que ce soit la Côte d'Ivoire, qu'on prenne, que ce soit le cas du Mali, on a vu que juste après ces opérations-là, on nous a servi directement, que ça a été des opérations réussies, mais par après, nous avons vu ce qui s'est ensuivi. Ça voudrait dire que les gens n'avaient pas la bonne volonté, ou du moins, on a laissé les vraies armes quelque part, puis on a amené juste les Kalachnikov pour montrer aux gens que voilà, bon, les armes sont tues, mais après, toutes ces armes-là sont reprises en coulisses. Donc, je disais que c'est une opération qui devait être suivie par des mécanismes assez appropriés et approfondis, suivant un long moment, au lieu de décréter directement que voilà, suivant un tel nombre d'années, nous avons vu qu'au bien tel mois, telle semaine, nous avons vu que cette opération, c'est une opération réussie. Et par après, c'est des morts hommes, c'est des terrains qui sont encore conquis. Donc, je pense que c'est une opération qui n'est pas véritablement mise en œuvre comme cela devait. Et d'ailleurs, c'est même pas l'un que nos opérations réconciliation, vérité que nous avions commis dans le pays. C'est plus parallèle que ça. Pasteur Edo, nous évoquions la situation de la Centrafrique où 6 mois après l'accord de paix, la paix, parce qu'on a dit accord de paix, mais la paix, là, on la cherche toujours. Non, Samuel, tu sais de quoi l'Afrique est toujours faite. Quand il s'agit d'armer des groupes même qui étaient hier, qui vivaient hier en harmonie, qui vivaient hier en harmonie, en solidarité, d'un jour à l'autre, on les voit s'entretuer. Et c'est dommage. Centrafrique, vous savez, plus de 80% de territoire contrôlé par les groupes armés. Donc, l'État n'existe que sur 20%, 20% du territoire. Et ce qui est dommage, les accords de paix, vous savez, dans l'histoire des accords de paix, on en signe tellement que quand publiquement, de manière folklorique, on montre les gens, les groupes armés, les groupes ennemis qui s'embrassent, et puis dès qu'on finit, les gens retournent à leur vieil amour. Donc, Centrafrique, 6 mois après, comme il disait tout à l'heure, le mécanisme même de cesser le feu n'est pas aussi contraignant. Ça fait que les gens vont juste pour la forme, ils le font, et dès qu'il y a une petite étincelle, ils reprennent encore les armes. Donc, désarmement, comme la démobilisation et réinsertion et autres, vous savez, c'est juste un groupe de mots qu'on aligne souvent quand il s'agit des belligérants. Donc, je crois quand même que la force onusienne, c'est vrai qu'elle est là juste pas pour aller sur le terrain de guerre, pour aller tirer. Bon, donc, ça fait que souvent même elle-même, cette force onusienne est même menacée par les rebelles. Parce que selon leur résolution, ils ne doivent pas tirer. Ils doivent pas tirer. Peut-être c'est pour se défendre en cas de force d'interposition. Oui, bon, donc protéger les populations civiles. Donc, la Centrafrique est tellement déchirée. Et la paix, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais si elle peut être progressive, progressive jusqu'à ce que qu'on en finisse vraiment le désarmement et la démobilisation, ça va être quelque chose pour... mais je crois que Touadéra va passer tout son mandat dans... Je ne sais pas, heureusement qu'il a l'amour de la craie, il est professeur, donc jusque-là, il n'a pas encore senti le goût du pouvoir. Bon, donc c'est dommage pour Centrafrique. Il faut vraiment que d'autres organisations, enfin, que l'Union africaine et les organisations sous-régionales puissent appuyer vraiment les Nations Unies pour que les accords de paix soient vraiment respectés et que vraiment la paix puisse passer par là. Nous passons maintenant à la Côte d'Ivoire. C'est le second sujet. Le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a rejeté ce lundi le recours formé par 3 groupes parlementaires de l'opposition contre la loi réformant la commission électorale indépendante adoptée le 30 juillet à l'Assemblée. Le Conseil constitutionnel a jugé la requête irrecevable en la forme car mal étayée. Selon sa décision, donc, les 3 groupes parlementaires, PDCI, RDA, Vox Populi et
Rassemblement avait annoncé lundi avoir saisi le Conseil vendredi dernier, estimant que la réforme de la CEI ne garantissait pas l'indépendance et l'impartialité de cet organe chargé d'organiser les élections, notamment la présidentielle d'octobre 2020, qui cristallise les débats politiques en Côte d'Ivoire. Adam Adjonou, la décision du Conseil constitutionnel ivoirien n'est pas une surprise aussi. Non, ce n'est pas une surprise. Hein. Vous savez, nous l'avons toujours dit ici parce que, vous savez, cette décision-là ressuscite en abrégé certaines velléités qui étaient donc émises avant même le vote de ce vote-là. Et puis, disons, les préoccupations de chacun n'étaient pas prises en compte. Et vous constaterez aussi que le recours adressé par certains, la société civile à la Cour africaine de droits de l'homme qui devait donc intervenir. Et la décision étant aussi prise d'une manière, puisqu'il y en a qui l'ont jugé comme étant juste une décision informative et qui ne s'imposait pas. Or, réellement, je crois savoir que, normalement, pour pouvoir donc rapprocher les positions, il fallait quand même une troisième personne qui puisse départir donc les positions. Ce qui n'avait pas été fait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons un peu dans le schéma qui avait donc contraint ou disons amené la Côte d'Ivoire à pouvoir rentrer donc dans ces histoires de 2011. Puisqu'aujourd'hui, si même on peut considérer qu'il y a eu un bémol qui a été fait parce qu'au niveau des répartitions, nous avons constaté qu'au niveau, ça a été un peu dégressif au niveau même de l'État, qui donc trop embrassé par le passé. Mais aujourd'hui, lorsque vous faites la somme de tout, vous verrez que c'est toujours le camp présidentiel qui a toujours le gros lot. Donc ça fait que cette CENI-là est critiquée. Et naturellement, lorsque cette CENI est critiquée, et comme la plupart du temps dans nos pays, les élections vont avec. Et c'est ce qui contraint d'ailleurs même la plupart qui coûtent la plupart des problèmes que nous connaissons dans nos États, surtout dans un schéma où l'opposition n'a pas tellement, disons, du poids. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec le schéma, l'opposition, du moins, ça a vite compris, et c'est donc de nouer une coalition, puisse quand même continuer. Donc, d'une manière ou d'une autre, même si cette CENI-là est contestée aujourd'hui, je pense que l'opposition la conteste, mais de l'autre côté, prendre des dispositions quand même pour parer à toute éventualité. Alors, la décision du Conseil constitutionnel de rejeter le recours est motivée par un défaut au niveau de la forme même. Le Conseil constitutionnel sait que c'est le dernier palier et donc quel que soit ce qu'elle dira, de toute façon, il n'y a plus d'autre issue. Oui, mais il faut voir clairement que le Conseil constitutionnel ne veut pas aller au fond, parce que si on fait l'opposition, le blocage de la forme, donc c'est que le fond n'est pas visité. Donc ça permet facilement de rejeter ce sujet, qu'ils ne vont pas en discuter. Donc cela n'est pas une surprise. Donc on le disait tantôt sur ce plateau, vu l'instinct de conservation que joue aujourd'hui l'actuelle classe politique au pouvoir, donc cela ne devrait pas, disons, étonner ceux qui ont esté cette action en justice. Et je crois qu'ils l'ont fait dans une logique, je suppose, qu'ils l'ont fait dans une logique pour essayer de montrer encore entre griffes la mauvaise foi du parti au pouvoir dans sa démarche. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste aujourd'hui comme marge de manœuvre? C'est de s'organiser, de parler d'une seule voix et puis d'essayer aussi de contrôler tout le système électoral. Donc c'est là où il doit y avoir, parce que sur le plan de la loi ou bien sur le plan juridique, donc ils n'ont pas assez de marge de manœuvre. Donc on ne peut pas dire avec certitude qu'ils ont perdu le combat, parce qu'il n'y a même pas eu un début de combat, mais il y avait eu, disons, une certaine sentence qui a été prononcée par un camp sur un autre. Maintenant, il leur revient de s'organiser et puis d'affronter les joutes électorales. Donc c'est ce qui leur reste. Et avec je suis un peu sceptique aussi. Certes, nous appelons, ou bien nous disons qu'il serait mieux qu'ils aillent à une unicité d'action, mais comprenant, disons, le schéma politique au niveau de la Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas être garanti que les choses vont aller comme nous le disons assez facilement sur ce plateau, parce qu'il y aura toujours de ces brebis galeuses qui vont essayer de se démarquer, et tout en accordant l'avantage à celui qui veut s'éterniser. Alors, Pasteur Rido, on sait qu'il y avait une décision quand même de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
de 2016 qui avait enjoint la Côte d'Ivoire à revoir la composition de la CEI. À l'époque, c'était 17 membres et on estimait qu'il y avait un déséquilibre en faveur du pouvoir. Quand on prend la nouvelle composition de 15 membres, vous avez un représentant du président de la République, un du ministre de l'Intérieur, un du Haut Conseil de la magistrature et vous avez 6 des partis politiques répartis équitablement. Bon, à quoi joue le camp présidentiel ivoirien? Non, ça ne peut étonner personne. Ça, c'est la stratégie des partis au pouvoir pour rester dans la logique, dans la dynamique de conserver le pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure. C'était une première fois que la Cour africaine des droits de l'homme puisse intervenir, en tout cas, à ce que je sache, puisse intervenir dans la composition, dans la réforme d'une CEI. Il a été saisi. A été saisi. Donc, on pensait que le pouvoir d'Alassane Ouattara allait revoir les choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a 15, mais déjà, on ne peut pas parler de l'équilibre, puisqu'il y a déjà 9, on voit déjà 9 du côté du pouvoir et 6 du côté de l'opposition. J'ai entendu un membre du pouvoir dire que les élections ne se font pas à la CENI et que c'est sur le terrain. Alors, si tel est le cas, pourquoi ne pas donner 9 à l'opposition et 6 au pouvoir? Si tant que tel, si c'est réellement sur le terrain que l'élection se joue, moi je crois qu'il aurait pu faire l'inverse, là pour prouver la bonne fois que sur le terrain nous allons gagner, que ce n'est pas à la CEI. Bon, donc c'est pour dire que à cette allure, déjà il y a la période préélectorale, c'est ça, non, préélectorale qui est encore, déjà, ça sent encore, qui divise déjà, il y a on sent déjà la tension, surtout avec le vieux Harry Konabedié, qui s'est rapproché de Laurent qui a divorcé avec Ouattara et le RHDP. Ça promet, mais j'ai cru lire une phrase que cela ramène la Côte d'Ivoire aux années 2010, 2011. Je ne crois pas qu'il faut dire ça. Parce qu'en disant ça, c'est-à-dire, un des acteurs, dire ça, déjà, si on sème ça dans la conscience collective, vous imaginez ce que déjà les gens, la préparation psychologique que les gens peuvent avoir pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas souhaiter ça à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas souhaiter ça à la Côte d'Ivoire. Les facteurs ayant conduit aux événements de 2011 n'ayant pas changé, puisque parce qu'on n'oublie pas qu'en 2011, l'un des facteurs de la crise, c'était la CEI. Tout à fait. Et Bakayoko est encore resté. C'est lui qui est encore resté. Tout à fait. C'est le même qui était là, qui avait proclamé le résultat. Il y a une casting un peu ratée. Parce que réellement, cette CENI-là n'a pas suivi vraiment, une réforme tant souhaitée pour amener quand même les camps pouvoir s'accorder sur une CENI. Bon, c'est vrai qu'il y a ces questions de CENI techniques et autres qui sont... Mais au-delà de tout, je pense qu'il faudrait quand même repartir les pions d'une manière un peu à pouvoir respecter un certain équilibre qui puisse quand même permettre à chacun de pouvoir être d'accord avec cette CENI-là. Donc, ce sont ces facteurs-là qui reviennent, qui font dire aux gens que si la Côte d'Ivoire ne prend pas garde, on risque quand même de retourner aux événements de 2011. Puisque les mêmes facteurs sont là, donc les mêmes causes conduisant les mêmes effets conduisant aux mêmes... Alors, moi, sur cette question de que ce soit CENI, Sénat, CEI, on a les mêmes débats où la composition est souvent déséquilibrée. Pas de problème. Et ça pense souvent en faveur du parti au pouvoir. Pourquoi la CEDEAO, je vais plus me concentrer sur la zone CEDEAO, ne propose pas un protocole additionnel sur les compositions des CEI qui soit unanimement adopté? Oui, je vais peut-être apporter des infos. Actuellement, se déroule dans la capitale nigériane, à Abuja, une réunion du réseau des structures de gestion des élections en Afrique de l'Ouest, le RESAO, mais qui réfléchit sur, disons, la question justement. Et la semaine dernière, toujours dans la capitale nigériane, il y avait la problématique de la question de la sécurité électorale a été posée. Qu'est-ce qui amène qu'est-ce qui amène à des violences électorales, post-électorales, bien des violences électorales? C'est justement le manque de consensus autour des tests législatifs en matière d'élection.
Et également, lorsque il n'y a pas une prédisposition des acteurs à jouer le jeu clair, donc cela crée à l'avance même, disons, des velléités, des ambitions qui soient démesurées et qui ne garantissent pas la paix sur le terrain. Donc, c'est dire que la CEDEAO est préoccupée par cette question et cette question, on ne peut pas. La CEDEAO n'a pas vocation aussi d'imposer aux États et le fait même de discuter avec les CENI en Afrique de l'Ouest avec des experts pour réfléchir sur la question, je crois que c'est déjà un pas. Parce qu'il y avait déjà un protocole additionnel de la CEDEAO sur les élections. Et le protocole a été clair. Si vous prenez ce document d'à peine 30 pages, il y a tout dedans. Mais c'est, disons, c'est l'application, c'est le manque de volonté qui est. Maintenant, qu'est-ce que les la CEDEAO a poussé les États, par exemple, à adopter le protocole sur la limitation des mandats et tout. On peut faire la même chose si on sait que nous partageons un destin communautaire. Nous avons besoin de la paix et que les élections sont source de tension, notamment. Ça commence avec les commissions électorales et qu'on harmonise la composition. Oui, je n'en disconviens pas. Et je crois que c'est le travail qui est fait. Donc, c'est la réflexion qui est poussée. Je parlais de manque de consensus. Le manque de consensus, c'est au niveau des tests et c'est également au niveau de la composition de nos CENI pays. Donc, il faudrait qu'il y ait toujours le consensus entre la classe politique de l'opposition et puis le parti au pouvoir qui joue. Ne nous leurrons pas, qui joue toujours le rôle de conservation du pouvoir. Et le rôle de conservation du pouvoir, c'est essayer de vous énerver un peu, vous emporter. Écraser les autres. Oui, donc vous débarrassez le plancher. Donc c'est là où nous disons que il y a un travail qui se fait au niveau de la CEDEAO. Le travail n'est pas encore si visible, mais il y a même des efforts qui se font. Si nous prenons le cas de la Guinée-Bissau, donc on nous annonce des élections pour le mois de novembre, si tout va bien. Mais est-ce que vous savez qu'il y a encore des acteurs qui ne voudraient pas de ces élections présidentielles au mois de novembre? Donc la CEDEAO est en train de faire des actions là. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y ait la franchise dans les délibérations au niveau du réseau ECONEC et je crois la bonne volonté, surtout le travail que fait la division assistance électorale de la CEDEAO avec à sa tête le Béninois Francis Oké, ça peut prospérer et nous devons être pas tout à fait sceptiques, nous devons avoir des réserves, mais être, disons, optimistes et également nous devons contribuer. Mais tout part de la volonté des acteurs politiques parce qu'on a comme l'impression que lorsqu'il y a des problèmes politiques dans un pays, il y a certaines classes politiques qui s'en réjouissent parce que ça permet de faire prospérer le jeu. Pasteur Edo, sur la question, il faut harmoniser les compositions des commissions électorales dans la zone CEDEAO? Oui, non, je crois que penser à l'harmonisation des commissions électorales dans la zone CEDEAO serait une bonne chose. Une bonne chose pour éviter des contestations avant, après électoral, avant même l'élection. Et quand c'est comme ça, les tensions sont vives. Quand déjà au niveau de la commission qui est chargée d'organiser les élections et proclamer les résultats, quand il y a déjà des problèmes, les tensions sont vives sur les territoires, enfin, dans ces pays-là. Et cela, je crois que, vous savez, qu'on le veuille ou pas, on a beau critiquer la CEDEAO, on a beau mal parler de la CEDEAO. C'est c'est l'un des regroupements sous-régionaux quand même solide, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas, qui quand même prend de temps en temps à améliorer les choses, à faire asseoir. Qui a fait des résultats. À faire asseoir quand même quand vous prenez les autres, apparemment, les autres, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme s'ils vont se regrouper et puis ils chantent, ils mangent et puis boivent et puis ils se séparent. Mais la CEDEAO quand même, en tout cas, ça ne plairait pas, mais quand même, il faut reconnaître quand même que dans cet espace-là, il y a de bonnes choses qui se font. Peut-être que c'est mon pays, le Togo, qui est des fois laissé de côté par la CEDEAO, peut-être. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que il faut harmoniser cela, comme tu l'as dit. Je crois que quand il y a des experts électoraux sont déjà en réflexion sur le sujet, cela pourra rapidement faire cas d'école dans les autres pays pour qu'il y ait une certaine parité, que réglementairement, qu'il y ait des tests quand même, des tests sous-régionaux qui
qui travaille sur la composition de la CENI. Oui, donc si vous permettez, donc je voudrais abonder dans le même sens que le pasteur et Dokomi pour dire qu'en fait, une chose est de porter la réflexion, mais une chose est également de tabler sur les réalités du terrain. Parce que j'ai évoqué les questions sociopolitiques, surtout l'aspect de la législation et de la composition, mais il y a également les questions environnementales. Mais quelles sont les réalités de notre environnement? Donc c'est là où moi je pense que ça serait un peu difficile d'aller dans une dynamique d'harmonisation. Mais parce que la dernière fois, la réflexion, nous l'avions faite également du côté d'Abuja pour dire, mais comment est-ce qu'il faut faire la promotion d'une commission électorale nationale uniquement technique ou bien une commission qui soit semi-politique. Donc la réflexion est ou bien laisser le ministère organisé. Non, laisser le ministère organisé. Donc je crois que là, nous allons reculer parce que ça, c'est dynamique-là. Parce qu'avant, on ne parlait même pas de ministère de l'administration, mais on parlait de ministère de l'Intérieur. Donc s'il faut aller sur ce terrain, donc nous reculons. Maintenant, la question est de contextualiser la composition de nos CENI avec des normes et surtout réfléchir, faire trancher. Est-ce qu'il faut des techniciens là-bas ou bien il faut des politiques? Vous direz, lorsque on arrivera à une CENI technique, on a vu le débat même dans notre pays. Ça ne ferait pas l'affaire de certains hommes politiques qui pensent que siéger au niveau de la CENI, donc c'est déjà un avantage. Donc il faudrait que nos acteurs politiques se départissent de tout cela. Avec tout ce qui est émiettement des postes de décision, il y a nos politiciens qui l'ont toujours de ce côté-là. Maintenant, la question demeure, Samuel. Est-ce qu'il faut encourager ou bien promouvoir une CENI entièrement technique ou bien est-ce qu'il faut continuer toujours avec le dispatching du gâteau pour les hommes politiques? Alors ici, le ministre ivoirien de l'Intérieur, Sidiki Diakité, a assuré que le nouveau test de composition de la CEI apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la commission centrale, du bureau et des commissions locales. Bon, moi, je ne sais pas quel genre de lunettes il met pour faire cette lecture. Non, bon, en réalité, je pense que ça dépend de quel camp il est. Donc, je pense qu'il assume quand même ses responsabilités. Pas la CENI, il y a d'autres commissions. Non, mais ce que moi, j'aimerais... Je n'ai pas compris. Ce que j'aimerais dire fondamentalement, c'est qu'au niveau de l'harmonisation, comme vous venez de l'évoquer tantôt, je pense que l'harmonisation, oui, on peut l'envisager, certes, mais... N'oubliez pas que ces harmonisations-là butent un peu sur les lois fondamentales du pays. Parce que quelque part, lorsque la composition de CEI, c'est le code électoral qui les fixe. La CEDEAO peut dire, dans les 15 pays, les commissions doivent être composées, par exemple, je dis n'importe quoi, de 11 membres, 3 du pouvoir, 3 de l'opposition, 3 de la société civile et 2 experts. Oui, c'est envisageable. Maintenant, vous vous débrouillez pour composer comment vous voulez. N'oubliez pas que quand même, en envisageant ces gars, si on prend cette formule-là, et que réellement, puisque nous l'avons dit tantôt, comme le disait tantôt, credo, les gens sont au pouvoir et puis, d'ailleurs, le pouvoir, on le conquiert et on fait tout donc pour le garder. Et lorsque aussi longtemps possible. Aussi longtemps possible, quand vous avez un adversaire, qui ne fait pas... C'est tout à fait normal. Même en affrontant les élections. Non, je pense que on ne va pas encore aller sur ce terrain. Mais je pense que c'est pas aussi facile. C'est pas plus facile comme on le dit. Et je pense qu'il y a dans ces commissions-là qui y pensent heureusement. Mais donc, ça prend du temps pour pouvoir introduire ces tests-là aux tests fondamentaux des pays. Donc ça cause problème. Donc, lorsque nous sommes là et puis on pense que... Donc je pense que la CEDEAO fait énormément d'efforts et sur des questions qui butent un peu sur la sécurité ou qui amènent souvent des griefs dans des pays, je pense qu'il y a donc des alertes précoces qui les poussent à pouvoir prendre des décisions pour anticiper sur ces genre d'événements-là. Et c'est ce qui est fait naturellement. De toute façon, avec ce qu'on voit au niveau de la Côte d'Ivoire, cette composition de la CEI, on est en train de semer des choses qui pourront péter. Oui, qui pourront péter. Et sincèrement, personne ne serait guère de revoir la Côte d'Ivoire tomber dans les périodes post-électorales qu'on a connues en 2010. Sincèrement. Et je crois que
La balle est dans le camp de Alassane Ouattara. Je crois que c'est lui le président, c'est lui qui est au pouvoir. Le président, jusqu'à présent, on ne connaît pas sa position. Est-ce qu'il va se présenter ou pas? Personne ne sait exactement. Il n'est pas clair sur le sujet. Qu'il se présente ou pas, je pense que la question de la CU n'est pas orientée. Non, n'est pas orientée. Il faudrait quand même le cadre soit bien sûr. Non, bien sûr. Tout ce qu'on dit, c'est que il faut assainir ce cadre électoral-là pour éviter que cela n'engendre encore d'autres crises. On va aller à la pause, la grande, et on revient après le journal.